C'est le moment de pronostiquer. Avant tout, un petit rappel habituel des scores. Grégory, 9 points pour toi la semaine dernière. On a fait le même score. Raoul et Raphaël sont à 10 sur la semaine dernière. Une fois que je limite la casse. Ça se stabilise. Là, C'est ça. Après les très hauts et très bas des premières semaines, ça se stabilise. Tu es toujours en tête. 89. Raphaël est à 84, donc 5 points derrière. Raoul 82 et moi-même à 81. Donc il y a toujours un petit goût. Tu es détaché un petit peu. Hein, tu es en échappé, on va dire. Mais le peloton se devient un peu plus compact. Là, on arrive dans les 10 derniers kilomètres. Hein. Voilà, là, on commence à... Ça tire la langue. Bon, après, il va y avoir les playoffs où on va mettre 2 points par match, donc ça va... Là, je suis dans la gestion, moi. Je gère mon effort. Tu vois, je suis dans le roue. Un coup en danseuse. Voilà, d'accord. J'attends un peu. Coup d'envoi dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, ce n'est pas l'affiche de la semaine. On a un peu sondé, hein, je rappelle sur Twitter, savoir quelle serait l'affiche de la semaine dans cette émission. Vous nous avez beaucoup proposé Steelers-Panthers. Évidemment, on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on enregistre le jeudi après-midi, soir. Vous nous regardez certains en direct, mais il y en a beaucoup qui téléchargent le vendredi matin, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire toute la première partie de l'émission sur un match qui va être périmé quelques heures après. Ceci étant dit, j'avais pronostiqué Steelers et toi aussi, si je dis pas de bêtises, dans l'émission de jeudi, dans l'émission de mardi, pardon. Mais c'est une très belle affiche. Quelle est la meilleure défense, des deux, juste là-dessus, allez. Je dirais quand même les Panthers, il y a un peu plus de régularité depuis le début de la saison, mais clairement celle des Steelers monte en puissance. Donc, ça va être un beau match. Hein. Oui, je suis pas sûr que ça va se finir à 40-35. Très très beau match. Coup d'envoi dimanche 19h, Bengals 5 victoires, 3 défaites, New Orleans Saints 7 victoires, 1 défaite. L'opposition entre l'attaque des Saints, deuxième sur les points marqués, face à la défense des Bengals qui prend 447 yards par match, ça va être sympa. Une petite pensée pour Raphaël Masmejean qui aime la défense. Là, ça va se... Je parlais du nombre de points entre Pittsburgh et Carolina. Je pense que là, par contre, on peut vraiment avoir un festival de points entre deux équipes qui s'étaient régalées d'ailleurs à Atlanta en début de saison, parce qu'ils avaient quasiment mis toutes les deux 40 points. Donc, ils ont la force de frappe. Après, peut-être avantage pour New Orleans au niveau du jeu au sol. On voit que Joe Mixon est peut-être un petit peu esselé dans ce domaine-là, alors que le retour de Mark Ingram a fait beaucoup de bien à New Orleans. Et puis il y a une grosse défense au sol en face de New Orleans. Tout à fait. J'ai du mal à voir exactement le niveau du run-stop de Cincinnati, mais c'est sûr que c'est moins impressionnant que ce que montrent les Saints depuis le début de la saison. S'il lâche 447 yards par match au total, a priori, le run-stop... Oui, mais le backfield défensif est vraiment mauvais. Le backfield est très mauvais. Bon, faut contourner Gino Atkins, c'est déjà ça. C'est un peu ça. Donc, Saints pour New Orleans pour moi. Browns, 2 victoires, 6 défaites, 1 nul. Falcons, 4 victoires, 4 défaites, avec 3 de suite, c'est ça hein 3 victoires de suite pour Atlanta, tout à fait. Qu'est-ce que tu attends des débuts de Bruce Irvin, signé juste il y a 24 heures? Écoute, j'en attends pas mal de choses, notamment un peu plus de menaces sur le pass rush. Ça reste forcément un registre qui fait défaut à Atlanta depuis le début de la saison, avec un Vic Beasley qui est étonnamment inactif, qui en tout cas ne termine pas les sacs, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc ça va peut-être permettre de mettre un petit peu moins de pression, notamment sur les épaules d'un Takaris McKinley qui est pas inintéressant depuis le début de l'année, mais qui forcément est un peu plus surveillé. Donc déjà, si ça peut apporter cette rotation supplémentaire contre une ligne offensive en plus de Cleveland qui est clairement pas la meilleure, il me semble que c'est celle qui a concédé le plus de sacs depuis le début de la saison. Oui, ça a longtemps été le cas en tout cas. J'ai pas vu cette semaine, mais voilà, je sais que c'est pas le domaine de prédilection. Détroit est peut-être revenu dans la course cette semaine. Je suis même pas sûr. Non, je suis même pas sûr, mais voilà, il y a une ligne. Au niveau de l'intérieur, en tout cas, Atlanta, ça bosse bien parce que Jarrett et Crawford sont assez productifs. C'est vraiment désormais sur les extérieurs qu'il faut que ça performe, et Irvin peut aider en ce sens. Bon, c'est une bonne dynamique, ça va la renforcer. Attention, juste les Browns sont quand même numéro 1 sur les ballons volés avec 23 ballons volés cette saison. Ouais. Le pronostic, ça reste quand même... Ah oui, alors du coup, tu pronostiques les Browns. Du coup, je pronostique les Browns. Bon. Mais au moins, je reste fidèle à mes idées. C'est bien. Écoute, je joue Cleveland, à qui, je le disais mardi, il manque les cornerbacks. Donc, c'est vrai. Contre Julio Jones, Calvin Ridley et Mohamed Sanu. Ce sera Falcons pour moi. T'imagines si les Browns surprennent tout le monde, tu nous reprends tous un point. Oui, mais j'espère que ça n'aura pas lieu. Mais... juste, je reviens en arrière parce que j'ai complètement oublié un truc. Dez Bryant, receveur des Saints. On a parlé des Saints. Oui, tout à fait. Oui. Tire quand même un mot sur l'arrivée de Dez Bryant aux Saints. C'était en une édition sur le site hier. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement là? Il va falloir du temps quand même. Drew Brees l'a dit, il va pas absorber le playbook en une nuit. Il apporte du défi physique déjà au niveau du poste de receveur de New Orleans, parce que Michael Thomas est très fort et très polyvalent depuis le début de la saison, mais voilà, lui aussi jouait peut-être un petit peu plus sur cette rapidité et cette
cette capacité sur le duel aérien, mais c'est vrai que voilà, Dez Bryant, on découvre pas son physique de déménageur, et contre des DB qui peuvent être un petit peu adeptes de ce genre de choses, ça peut permettre à Michael Thomas de éventuellement trouver des espaces, d'autres espaces, jouer peut-être un peu plus plein centre pour justement perturber les défenseurs adverses sur les tracés intermédiaires. Donc il apporte cette plus-value-là. Après, la principale problématique avec Bryant, et je ne t'apprends rien, c'est la gestion du vestiaire. Ouais, mais c'est un move sans risque. Ils sont prétendants. S'il fait une c'est un move sans risque. Il n'a jamais été numéro 2 dans sa carrière en NFL. S'il fait une bêtise Michael Michael Thomas sera le receveur attitré de Drew Brees. Il n'y a pas de raison que ça change. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, il est dans une situation où s'il sort du lot durant même d'un millimètre, tu le fous dehors, point barre, quoi. Il y a quasiment pas d'engagement, il n'y a pas de garantie, il y a pas de... Oui, non, mais sans doute. Mais ça, justement, ça peut être des perturbations Oui, inutiles. oui. Après, encore une fois, on va regarder le verre à moitié vide. Ça peut très bien se passer. Il peut y avoir une très bonne connexion. L'an dernier, ça se passe mal avec Peterson. Au bout de 3 matchs, ils l'ont foutu dehors et puis voilà, au revoir. Hein. Oui, mais justement, alors c'est exactement le même profil. Donc oui, là, pour le coup, encore une fois, ça peut être une plus-value, mais moi, la seule chose que je dis, c'est que voilà, c'est un joueur qui va pas se gêner pour s'épancher dans les médias en disant bah tiens, là, j'étais démarqué, on m'a pas vu, c'est pas normal, Drew Brees ou pas Drew Brees. Et voilà, c'est apporter du drame en interne pour pas grand-chose. Mais on sait que des fois, dans des grandes équipes, ce genre de joueur-là, ça peut apporter une dimension un peu plus fantastique. C'est ce qu'on va voir. Pensons Randy Moss, Patriots, ou des choses comme ça, et des mecs qui étaient réputés cas sociaux, et puis qui bien entourés. Tu l'as dit, Peterson, ça l'a pas gêné. Peterson, ça l'a pas gêné, mais il était foutu dehors. On est d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de risque. Bears, 5 victoires, 3 défaites. Lions, 3 victoires, 5 défaites. Les Bears sont deuxième sur les ballons volés. Je parlais des Browns tout à l'heure, qui étaient numéro 1. Sur les ballons perdus, les Lions sont à -3, alors que les Bears sont à +10. Matt Stafford a pris 10 sacs la semaine dernière. Si Khalil Mack revient, ce qui semble être le cas, ça peut faire mal si la ligne décide de rester aussi mauvaise. C'est ça. Et alors, comme une mauvaise nouvelle n'arrive pas seule pour Détroit, il me semble que Allen Robinson est également sur le chemin du retour, ce qui n'est pas une bonne chose quand on voit que le backfield défensif, même s'ils ont relativement bien contenu Adam Thielen le week-end dernier, mais je persiste ici, en dehors de Darius Slay, il n'y a pas vraiment de cornerback hyper efficace dans cette équipe de Détroit. Donc après, là, le retour de Robinson, il va quand même être à surveiller du côté des Lions. Après, on en a discuté hors antenne, c'est pas un match gagné pour Chicago. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent gagner sans des grosses prestations défensives. Il faut quand même que leur défense soit au-dessus du lot, quoi, pour qu'ils gagnent. Trubisky est quand même encore très 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 irrégulier. Ah oui, mais ça... Et il leur faut des gros matchs la semaine dernière, il leur faut quand même une défense énormissime, sinon... Oui, enfin, ils gagnent de 32 points quand même, je veux bien que... Je veux bien que, forcément, il y a que Trubisky n'ait pas eu à forcer son talent contre Buffalo. Il y a 2 touchdowns défensifs, quoi. Donc, on a vu que par exemple contre les Patriots, il n'y a pas non plus 3 touchdowns d'écart entre les deux équipes. Donc je suis d'accord avec toi. Il y a des défaites qui font tâche. Celle à Miami par exemple avait été problématique, mais là pour le coup c'est la défense qui les avait un peu plombés en fin de match. Ouais, mais c'est ce que je dis. S'il n'y a pas une défense à fond, pour l'instant Trubisky va pas chercher les matchs. Quand défensivement il y avait Khalil Mack depuis le début de la saison, Chicago a rarement déçu. Et vu les pertes de balles un petit peu ridicules de Détroit ces dernières semaines et la capacité de Khalil Mack à chipper des ballons, alors, voilà, j'irais plutôt vers Chicago en l'occurrence. Chicago pour tout le monde. Kansas City Chiefs, 8 victoires, 1 défaite. Cardinals, 2 victoires, 6 défaites. Celui-là est très très dur. C'est bizarre qu'on l'ait pas mis en match de la semaine. À pronostiquer, oui. Alors, parce que c'est quand même un choc des extrêmes assez total. Je te donne la stat qui suffit, je pense, à résumer tout. Les Chiefs marquent 36 points par match, numéro 1 NFL. Les Cardinals sont à 13,8. Il y a un delta de 23 points. C'est ça. Entre les deux équipes. Et les Cardinals ne sont pas la pire attaque, on va y venir. C'est horrible. Donc Chiefs. Chiefs, oui. Bon. Titans, 4 victoires, 4 défaites. Patriots, 7 victoires, 2 défaites. Il pourrait être intéressant. Mike Vrabel, c'est un ancien de la maison Patriots en tant que joueur. Il n'a pas été coach là-bas, si je ne dis pas de bêtises. Il n'a pas été... Non, il a commencé à Houston. Hein, c'est ça. Oui. On a du mal à jauger l'attaque des Titans et la défense des Patriots. C'est un peu des questions qu'on s'est posées ces dernières semaines. Donc c'est un peu le facteur X de ce match, quoi, cette opposition. Le facteur X, oui, c'est un peu le pass rush de New England contre la ligne offensive des Titans, pardon. Qui, en fonction des matchs, ça se passe pas exactement de la même manière. Tennessee peuvent bien bloquer comme ils peuvent prendre 11 sacs contre Baltimore. Jack Conklin est en protocole commotion en plus. Il me semble, tout à fait. Ouais. Donc ce sera à surveiller. Alors, ils viennent de récupérer Quinton Spain, il me semble, la semaine dernière sur le poste de garde, mais c'est surtout sur les extérieurs que je serais curieux de voir ce que ça va donner. On a vu que Mariota était assez performant sur le terrain de Dallas contre une défense qui n'est pas ridicule depuis le début de la saison.
Est-ce que contre cette équipe de New England, il va être capable de poursuivre sur cette lancée? C'est l'interrogation. Après, encore une fois, on a vu que Tennessee était capable de freiner les attaques adverses. Alors, Donc, c'est ce que j'allais te dire. Ils prennent que 17,6 points par match. Pour l'instant, c'est la meilleure stat en NFL. Ils sont numéro 1 sur les points encaissés. Donc voilà. Après, c'est toujours la même chose. New England a prouvé contre Green Bay qu'ils étaient capables d'utiliser différents types de menaces, de s'adapter en fonction de l'adversaire pour vraiment et Sonny Mitchell miser est sur des le retour, match-ups intéressants. Et Sonny Mitchell est sur le retour en plus, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ça va être important. Le run-stop, c'est vraiment l'atout majeur de cette défense de Tennessee. Et voilà. Après, c'est vrai que la défense contre le pas, les retrouvailles de Malcolm Butler avec Bill Belichick. C'est vrai. C'est vrai. Pour l'instant, il va peut-être enfin être bon cette saison parce que depuis le début de la saison, c'est pas ça. C'est ce que j'allais dire. Pour l'instant, il lui a donné raison avec ses performances. Je vais pronostiquer Patriots, mais il pourrait être plus intéressant que prévu celui-là. Tennessee, c'est le genre d'équipe qui est capable de faire des surprises, mais j'y vais quand même avec les Patriots à l'extérieur. Buccaneers, 3 victoires, 5 défaites. Redskins, 5 victoires, 3 défaites. Est-ce que c'est pas le pire match-up pour les Redskins? Je m'explique. Une équipe explosive en attaque qui peut les déborder très vite et ensuite à jouer contre nature, c'est-à-dire à abandonner le jeu au sol et à avoir un Alex Smith qui lance plus. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est pas la défense de Washington qui me fait peur sur ce match-là, c'est plus l'attaque, notamment de par les blessures qu'on évoquait sur la ligne offensive. Aussi. Défensivement, c'est quand même assez costaud, notamment le premier rideau. Alors c'est vrai que j'ai un peu plus de questions sur Josh Norman qui me semble vraiment pataugé depuis quelques semaines. Mais on sait que cette équipe de Tampa, de par son style de jeu caractéristique, peut faire 6 touchdowns à la passe comme ils peuvent faire 6 interceptions. Donc, ils sont numéro 1 sur les yards à la passe et deuxième offensivement sur les yards gagnés au total. Mais il peut y avoir des pertes de balles. Et encore une fois, cette équipe de Washington, c'est un peu le Miami de la NFC. C'est-à-dire que sans être hyper flashy, ils sont capables de marquer les points qu'il faut, de provoquer les turnovers qu'il faut. Et contre Tampa, j'ai pas dans l'idée que ce soit hyper compliqué de provoquer des pertes de balles. Donc, il faudra bien contenir cette attaque de Tampa. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que Washington a quand même la capacité de s'imposer. Et ben c'est mon upset. Je vais mettre les Buccaneers. Je vois ce scénario-là. Jets, 3 victoires, 6 défaites. Bills, 2 victoires, 7 défaites. C'est pas franchement un duel au sommet. Les Bills ont une défense. Ils sont 3e sur les yards encaissés pour l'instant. Mais ils marquent seulement 10 points par match. Ce qui est quand même, a priori, dans la NFL actuelle, avec les niveaux des défenses et les règles d'arbitrage, normalement, 10 points, tu dois pouvoir les marquer même en trébuchant ou en tombant par terre et en roulant jusqu'à la end zone au moins une fois dans le match. Donc, dans ce cas de figure, je vois pas comment parier sur eux. Je vais jouer les Jets. Et les Jets qui joueront sans Sam Darnold a priori. Je précise. Alors, qui est touché. Mais du coup, malheureusement, ça ne change pas grand-chose parce que ils vont remplacer par McCown et c'est sûr du côté de Buffalo, c'est pas sûr que Josh Allen sera remis à temps, donc a priori, ce sera encore Peterman. Bon, très, très franchement. Peterman-McCown, le duel dont tout le monde rêve. Ouais, mais voilà. Mais après, les deux défenses sont quand même très solides, même si celle de Buffalo est un peu plus impressionnante. Voilà, offensivement, je pense que les Jets devraient a priori faire suffisamment le boulot pour s'imposer sur ce match-là. Donc Jets pour tout le monde. Colts, 3 victoires, 5 défaites. Jaguars, 3 victoires, 5 défaites aussi. Retour après une semaine de repos pour les deux équipes, si je ne dis pas de bêtises. Les Jaguars sûrs, puisqu'ils viennent de Londres. Rivalité AFC Sud, il n'est pas inintéressant parce que les Colts, au final, pourraient passer devant les Jaguars, ce qui n'était pas forcément attendu à ce stade de la compétition dans cette division-là. Et est-ce que les Colts, alors attention, je vais essayer de m'expliquer pour pas qu'on me traite de fou, mais est-ce que les Colts ne sont pas une équipe finalement un poil plus équilibrée au sens où ils sont évidemment moins forts dans certains domaines. Ils ont pas Blake Bortles, c'est ce que mais j'ai l'impression, non mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de différence entre le niveau de l'attaque et de la défense, quoi. Ou quand il n'y a pas de jeu au sol, il n'y a pas d'attaque, quoi, à Jacksonville. Alors qu'ils ont une défense énormissime, qui est bien meilleure que celle des Colts. Bah oui, non mais ça c'est sûr que offensivement, oui, on n'est pas au même niveau que la défense. Après, c'est aussi la conséquence des choix qui ont été faits à l'intersaison. On avait des receveurs comme Robinson ou Ernst, on les a laissés partir pour des rookies un peu plus prometteurs ou encore pour Dante Moncrief. Donc c'est sûr que voilà. J'aime bien des rookies prometteurs ou Dante Moncrief. Qui n'est pas franchement prometteur. Moncrief n'était pas rookie en l'occurrence. Oui, donc, il n'est pas prometteur non plus, quoi. Je le mets à part. Ça peut être un bon receveur numéro 2, mais bon, en tout cas, voilà, avec un quarterback comme Bortles, c'est pas le joueur qui va être sublimé non plus. Retrouvaille d'ailleurs entre Moncrief et les Colts, celui qui jouait à Indianapolis l'année dernière. Mais la bonne nouvelle pour Jacksonville, c'est qu'a priori, ils vont quand même retrouver leur jeu au sol. Alors voilà, après, c'est le gros bémol à ce que je disais. Léonard Fournette serait sur le retour pour ce match. Et Carlos Hyde devra jouer son premier match avec Jacksonville. En plus. Et il y en a bien besoin, parce qu'ils sont à 4 défaites de suite, il me semble, les Jaguars. Donc là, 5 défaites de suite. Et comme tu le disais, en plus, ils seraient derniers de la division.
C'est vrai. Oui, les Texans et les Titans sont devant. En dernière place pour l'instant avec les Colts. Ça ferait quand même un petit peu tâche, même si c'est du côté d'Indianapolis. C'est en effet, comme tu le dis, il y a une dynamique quand même là du côté. Je crois qu'ils sont sur 2 victoires de suite, en l'occurrence, les Colts. Donc il est très important ce match en fait pour les Jaguars parce que vu que Houston enchaîne en haut, alors là les Titans pourraient tomber cette semaine, ils jouent les Patriots, mais comme Houston enchaîne quand même assez fortement, ça deviendrait compliqué de se retrouver dans un trou à 3-6. Des Jaguars, pour moi, ils peuvent dire adieu au playoff. Même ils pourraient gagner 7 matchs de suite, mais même comme ça va être un Comment petit peu compliqué. J'avais dit que les Jaguars n'iraient pas en playoff dans les émissions de preview. C'est pas fini, mais en tout cas, il y a des match-ups assez excitants. Forcément Andrew Luck donc contre ce backfield défensif ça va être à voir, et puis on parlait des deux runnings de Jacksonville contre le run-stop en progression des Colts notamment avec Darius Leonard. Il va y avoir quelques petites choses à suivre de près. Allez, prono Jaguars pour moi quand même. Je vais mettre les Jaguars aussi sur donc ils sont moins complets mais ils gagnent quand même. Sur les qualités intrinsèques j'essaie de gagner les pronostics. Je préfère pas prendre de risques et aller tout contre vous quand même. Donc je vais prendre les Jaguars. Mais oui, et si je jubile de manière anormalement bruyante, je trouve que cette année j'ai pas été trop mal sur les prédictions à long terme d'avant-saison. Donc j'avoue que je jubile un peu parce que d'habitude je suis pas très très fort, je l'avoue aussi. Mais donc, attends, c'est pas fini. Attends, je crois que c'est l'année dernière, j'avais annoncé les Rams à 3 victoires ou un truc comme ça dans mon papier preview de la saison. Donc voilà, je sais faire un monde honorable, je ne flambe pas que quand j'ai bon. Parce que t'avais annoncé Atlanta au Super Bowl. Cette année, je ne te remercie pas. Cette année, en effet. Mais Raphaël aussi, je crois. Oui, mais il est dans ma liste. Coup d'envoi dimanche 22h05. Raiders, une victoire, 7 défaites. Chargers, 6 victoires, 2 défaites. Encore une opposition déséquilibrée. On l'a dit, les Chargers ressemblent à un prétendant. On en a parlé dans l'émission de mardi. Je vous réfère à ça. Les Raiders un peu moins. Les Raiders un peu moins. Ce serait une énorme surprise s'ils gagnent. Donc je vais pronostiquer Chargers. Chargers pour moi également. Coup d'envoi dimanche à 22h25. Rams, 8 victoires, 1 défaite. Seahawks, 4 victoires, 4 défaites. C'est de la NFC West, c'est de la rivalité. Les Seahawks ont un peu craqué la semaine dernière contre les Chargers. Chris Carson est incertain. Le point central de l'attaque de Seattle, c'est quand même de courir quand ça va bien. Ils sont 3e au sol. Face à la ligne de Los Angeles, ça va être un peu compliqué. Oui, alors on en discutait un petit peu en off. C'est vrai que je me disais que Seattle, sur un match comme ça, on sait qu'ils ont quand même pas mal enquiquiné les Rams au match aller du côté du Sanctuary Link Field. Mais alors après, il y a des qualités individuelles sur la ligne des Rams, mais ils sont pas non plus infranchissables. Ils sont 13e contre le sol officiellement. Ils prennent 105 yards par match. C'est pas des stats stratosphériques. Ouais, mais est-ce qu'ils vont être capables de contenir ne serait-ce que Aaron Donald sur tout le match? Ça me paraît un peu compliqué. Les Rams qui sortent d'une défaite assez cuisante à mon sens sur le terrain de New Orleans. Ouais. Donc je sais pas. Je serais pas étonné que Seattle s'impose, mais bon, la logique voudrait que les Rams réenchaînent et s'imposent à domicile. Los Angeles pour moi aussi. Packers 3 victoires, 4 défaites, 1 nul. Dolphins 5 victoires, 4 défaites. Ryan Tannehill donc ne sera encore une fois pas là. Ce sera toujours Brock Osweiler. On a vu que c'était pas foufou offensivement la semaine dernière pour Miami version Brock Osweiler, donc suivre le rythme de Aaron Rodgers et Green Bay. A priori, ça me semble quand même compliqué. Je vais pronostiquer les Packers. Oui, je pense aussi. Mais c'est sûr que cette équipe de Miami, ça fait partie de ces équipes qui sont difficiles à pronostiquer cette année de par leur capacité à provoquer des pertes de balles. Mais je mets quand même Green Bay une fiche de 3-5-1 dans une saison qui est paradoxalement pas vraiment, enfin pas catastrophique pour Green Bay. Il y a de la production, mais comme je disais mardi, pas réussi non plus. C'est pas très concrétisé. Mais bon, j'y vais avec Green Bay sur ce match. Avantage pour Miami quand même sur le ratio de turnover, 18 ballons volés, plus 5 de ratio. Voilà. Coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi, Eagles Cowboys, on l'a dit dans la fiche de la semaine, donc Eagles pour tous les deux. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin, un Monday Night Football ultra glamour. San Francisco 49ers, 2 victoires, 7 défaites. Giants, 1 victoire, 7 défaites. Celui-là était beau dans les années 90. Mais ce lundi soir, ça va être Nick Mullens contre Eli Manning. Question de troll, quel sera le meilleur quarterback sur le terrain? Peut-être Nick Mullens. C'est pas impossible, surtout que le pass rush des Giants n'est pas suffisamment performant, qu'ils sont un peu en roue libre aussi après avoir laissé partir Eli Apple. Alors c'est pas très grave en soi, mais surtout Damon Harrison. Donc voilà, on a vu que la ligne des Niners notamment est un peu plus solide contre Oakland, contre une défense des Giants qui, comme je dis, en reconstruction. Ça peut être un autre succès
relativement facile pour les Niners. En tout cas, deuxième match en prime de suite pour San Francisco. Apparemment, les chaînes de télé étaient à mort sur le bon wagon Garoppolo au début de la saison. Et il y en a quelques-uns qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Juste quand même pour noter, moi, alors je sais, je suis peut-être trop fan de Kyle Shanahan ces dernières semaines, mais apparemment, je regardais les stats. Je l'ai été pendant longtemps jusqu'à un sort de Super Bowl. Je sais que les stats ne font pas tout, mais je trouve ça quand même assez ahurissant de voir que les Giants produisent 353 yards par match, les Niners produisent 354 yards par match. Donc Kyle Shanahan sort plus de production avec Garoppolo, Bettard, Mullens et des role-players, on va dire, quand même autour. Il n'y a pas de franchise. Faut pas oublier que sur le jeu au sol, Matt Breida était parti sur de très grosses bases. Il se blesse, et même avec Mostert, ils ont marché sur Oakland. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il prend des role-players, il prend des no-name, il prend le troisième quarterback et il produit. Et les Giants sont quand même Saquon Barkley et Odell Beckham dans leur équipe, et ils produisent moins que cette équipe de San Francisco. Alors oui, il y a des problèmes de quarterback, etc. Ça, oui, parce que Barkley et Beckham, ils produisent en l'occurrence. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve les choix, alors je sais pas si le coach était aussi d'accord avec le staff quand ils ont voulu absolument aller derrière Eli Manning, voilà. Mais je trouve ça hallucinant de voir qu'une équipe où il y a quand même deux superstars que sont Barkley et Beckham produit moins qu'une équipe qui est super bien coachée avec des quasi no-name toutes les semaines. Au-delà de ça, juste pour peut-être fermer la parenthèse, on avait eu le même débat que pour Blake Bortles. Moi, ce que je trouve le plus scandaleux dans cette histoire, c'est de ne pas avoir eu plan B dès le début de la saison. Aussi. Tu peux tenter Eli Manning et te dire, on va voir, moi je suis sûr que je suis capable de le relancer. Mais si derrière ton plan B, c'est un temps Kyle Loletta et juste derrière Alex Taney, c'est sûr que ça fait un peu pitié quand même. Kyle Loletta qui pourra faire des courses avec Antonio Brown. Je ne sais pas si tu as appris juste avant l'émission. Antonio Brown a arrêté à 160 sur. Alors, je ne sais pas à combien était limité la rue parce que j'ai lu très très vite l'article, mais j'ai vu sur un truc, je crois que c'était CBS Pittsburgh ou un local, qui disait qu'il s'était fait choper à 100 miles à l'heure, donc ça doit faire 160 grosso modo. Donc quelle que soit la route, a priori c'est un peu au-dessus de la limitation aux États-Unis. Voilà, je sais. Pas le premier débordement extraterrain d'Antonio Brown. À suivre, les développements doivent arriver pendant qu'on est en train d'enregistrer là, mais ça a commencé à sortir, donc il pourra faire des courses avec Kyle Loletta éventuellement s'il se retrouve un jour dans la même équipe. Pronostic. On parlait de quoi? Les Niners Giants. Pardon. Loletta ou Brown sur une course de bagnole? Oui, c'est ça, je me suis dit, attends. Alors, je suis pas briefé. Question piège. Est-ce que tu préfères regarder une course de bagnole sauvage entre Loletta ou Antonio Brown, ou le match du lundi entre les 49ers et les Giants? Je me pose la question, mais bon, ne serait-ce que pour Nick Mullens, c'est assez intriguant et intéressant de voir. Mais bon, au final, ça apportera pas grand-chose, que comme Garoppolo revient l'année prochaine, je doute qu'il soit titulaire en 2019. Ça fait un élément à échanger éventuellement. C'est ça. On peut avoir la confirmation que c'est la dernière année d'Eli Manning à New York. C'est possible aussi. Et les Giants trade ensuite pour Nick Mullens. Donc gros enjeu pour les petit duel entre Odell Beckham et Richard Sherman. Pour les plus nostalgiques, même si niveau interception, Sherman à San Francisco, mais bon, depuis son retour de blessure, je pense qu'il est peut-être pas aussi performant que les standards qu'on a pu connaître. C'est vrai. Prono? San Francisco pour tout le monde au repos cette semaine. Ravens, Broncos, Texans et Vikings.